Merci à toutes et à tous pour votre parfaite fidélité accordée à votre chaîne Nerjo Média, le plus grand média en ligne. Vous nous suivez en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Moi, c'est votre humble serviteur Dédé Tiban, toujours Mobutu de la presse, l'homme des retours à l'authenticité. Encore une fois de plus, bienvenue dans Tokia Congo. Tokia Congo, c'est une émission qui parle de la culture congolaise dans sa diversité. Aujourd'hui, nous sommes venus à Yoloezo, dans le musée Lubafon, pour vous faire découvrir ces musées et aussi parler sur Tibao et Tibindi. Les gens en parlent beaucoup. À Kinshasa, Batubalobi, Nakobala Moulubate, pour Nanini, Bazana Tibindi, Bazana Tibao. Aujourd'hui, on va parler avec les chercheurs Mohamed Betouaba, qui va vous expliquer, qui va vous parler aussi, selon sa connaissance, selon ses recherches dans le Grand Kasaï, dans le secteur de Balouba. Quand on parle de Balouba, il y a le Balouba 4, il y a le Balouba, le Bilangi. Mais vous allez découvrir aujourd'hui dans Tokia Congo avec notre invité spécial, qui est Mohamed Betouaba, dans le musée Lubafon. Venez avec moi, on va découvrir. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, Dédé. Je suis très content. Aujourd'hui, Nerjo Média est venu chez vous. Oui, ravi de te revoir. Merci à votre chaîne de télévision. Merci beaucoup Merci. d'être venu me voir. Je vais entrer. Merci. Voilà, comme je vous l'avais déjà annoncé, nous sommes dans le musée Lubafon avec Moukoulumpa Betouaba Mohamed, qui vont nous faire découvrir ensemble avec vous les objets qui sont dans le musée Lubafon. Tout d'abord, merci de nous inviter chez vous dans le musée qui est l'œuvre de Mohamed Betouaba. Je vous en prie. Nous allons commencer par les vases que j'ai récoltés dans l'espace Lubafon. Oui. Pourquoi les vases? C'était pour établir la similitude des origines des Luba, qui seraient en Sanga Lubaon. Okay. Parce qu'il y a eu les Belges qui ont exhumé des vases dans un village appelé Sanga. D'où notre référence en Sanga, en 1957, je pense. Alors, nous avons fait des fouilles dans les Kasaï, précisément à Kakulu, à Kabemba et à Luisa. Nous avons recueilli quelques vases qui sont là. L'importance, c'était l'étude des motifs pour faire une comparaison, pour faire une similitude entre ces vases-là, qui devait confirmer que réellement le peuple Luba a quitté Sanga Luba du Katanga jusque dans les Kasaï. C'est parmi vos recherches personnelles. Oui, ce sont mes recherches personnelles que j'ai réalisées. Donc, c'est ça, cette collection de vases. Comme vous pouvez le constater, il y a certains vases qui ont été utilisés exclusivement pour contenir des entités qu'on n'a pas utilisées pour la cuisine, Oui. pour des besoins comestiques. Donc, on a mis à l'intérieur des entités. D'où, quand vous allez constater, ils ne contiennent pas des traces du feu. Donc, il y a certains aussi qu'on a utilisés pour la cuisine, pour des besoins comestibles. Et à partir de vos recherches, vous avez constaté que ces vases ont été utilisés depuis quelle année? Nous avons un petit problème ici au Congo. C'est-à-dire que nous n'avons pas de centres spécialisés qui peuvent déterminer l'âge. Mais ce qui est certain est que les motifs, les dessins qui sont sur les vases sont similaires à celles qu'on a exhumées en Sanga par les Belges. Okay. Nous trouvons que nous référer à ce qui a été déjà fait. Ouais. Nous ne pouvons pas faire une étude de 2 fois. Mais bien sûr, s'il y a quelqu'un qui peut bien nous aider à soumettre ces vases au carbone 14, ça serait une très très bonne chose. Donc au Congo, si on comprend bien, il y a un problème de reconnaître la date et de la création de la chose. Parmi vos recherches, c'est le grand des problèmes. Oui, c'est le plus grand problème, c'est la solution des objets au carbone 14. Ok. Nous pouvons estimer, nous pouvons faire des similitudes. Mais la finalité, c'est quoi? C'est soumettre ces objets au carbone 14. Il y a cet examen-là, cette étude-là qui peut nous confirmer réellement l'âge des vases que nous avons exhumés. Ok. C'est un peu ça. Donc, après le vase, nous avons ce que l'on appelle communément des fétiches. Dans l'espace Lubafon, par les Balouba.
nous avons les Chibola, d'où le nom de Chibola qui est là, qui porte un bébé. Ça, c'est exclusivement le loi. Et l'utilité des Tibola, c'était pour... C'est-à-dire, quand une femme ne parvenait pas à mettre au monde, on allait voir les guérisseurs, communément appelés par les Occidentaux sourciers. C'était lui, le féticheur, qui faisait une cérémonie pour purifier la victime, entre guillemets. Parce qu'une femme qui ne mettait pas au monde dans l'espace subaphone, euh, cette stérilité-là était sûrement liée à quelque chose. quelque chose. Donc, D'où l'intervention, il y a toujours des problèmes d'où l'intervention des Chibola. Après avoir purifié la femme, on frottait la Chibola au ventre, au bas ventre, au bas-ventre, en supposant que Chibola allait aspirer tout ce qu'il y a comme impureté. comme malédiction, comme... Ainsi que si la femme parvenait à mettre au monde, on donnait le nom de Chibola à l'enfant. Oui. D'où le nom de Chibola. Toute personne qui porte Donc, le nom de Chibola. ça y est. Et si aujourd'hui, quelqu'un pouvait utiliser encore, il y a toujours des effets où c'est déjà expiré. Moi, je pense qu'il y a toujours des effets parce que récemment, il y a eu beaucoup de témoignages. Il n'y a pas seulement eu ça. Même dans des grands musées occidentaux, Oui. il y a eu des témoignages. Là, on avait placé des divinités, des statues liées à la fertilité. Les femmes qui passaient par là, sans pouvoir passer à des cérémonies, ont Oui, juste à les toucher, ouais. Il y a leur situation était plantée. il y a l'autre, celui-ci qui est fantastique, comme vous pouvez le constater. Il y a l'homme, il y a la femme. La femme se mettait assise. On utilisait de l'eau pour la purifier, assise ici. Après cette cérémonie-là, en grande majorité, en grande partie, les femmes parvenaient à, à concevoir et à mettre au monde des enfants. Et on donnait à ces enfants, comme je te l'ai dit, Les noms, le nom de Chibola. Donc le nom de Chibola n'est pas un nom commun. c'est le nom qui est lié au fétiche, Oui, au fétiche. aux divinités ou... Donc, c'est-à-dire une naissance, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Une naissance miraculeuse Ok. qui n'est pas normale. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je comprends, bon, vous avez parlé d'une naissance miraculeuse. euh, si on parle des Tibola en tant que fétiche ou, bon, fétiche dans le sens où, selon les appellations, Non, ce sont les Occidentaux qui ont parlé. on parlait de fétiche. Mais Mais pour un Moulouba Mhm. ne peut jamais qualifier Chibola de des fétiche. fétiches, c'est parmi les remèdes parmi des remèdes, on dirait. Pas des remèdes. Donc, c'est-à-dire il faisait appel à euh, la matrice génétique. Ok. Comme aujourd'hui, on te dit qu'une femme qui ne conçoit pas, on peut prendre inoculer la femme. Le cas de Jésus, Marie a eu une grossesse sans l'apport. C'est dans la... On ne parle pas de fétiche, on parle de la haute spiritualité. Je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas de ça si la femme est en contact avec son mari et qu'il parvenait à mettre au monde grâce. En général, on appelle ça l'oupimou. C'est là où il y a les problèmes. L'oupimou qui veut dire c'est quelque chose qu'on a kufimulula, tu le vois, transformé. L'objet en soi, bien sûr, c'est du bois qu'on a taillé. Mais on a inoculé dans ces bois-là un esprit. D'où le nom de l'upfimu, chintutifimulula. L'objet en soi contient une entité invisible qui a cette force-là, qui a cette puissance-là de faire concevoir une femme, de nettoyer, de purifier la femme qui va mettre au monde. Ok. Et à part ça, À part ça, nous avons une autre collection ici de pierres taillées. Ça, c'est une grande première. Les pierres taillées, une très grande collection. et ça, vous avez découvert ça où? Dans les Kasaï, le long de la rivière Kasaï, il y a une autre partie que nous avons exhumée le long de la rivière Louloua. Loulou, ok. Oui, dans l'espace Bafouane. Tout ça, des musées s'appellent musée Louba. De Bafan, oui. Presque tous les objets qui sont ici
proviennent de l'espace de de l'espace. Ford. Donc, c'est ça la collection. Nous avons travaillé avec des amis français qui nous ont confirmé, qui ont confirmé les objets. Ah, Vous savez, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ah ouais. il y a lieu de reconnaître si un objet est authentique, si il est vrai, et de l'identifier carrément. Ce sont des objets, excusez-moi le terme, qui appartiendraient à la période paléolithique, Ah, c'est-à-dire plus de 50 000 ans. voilà. Ces objets que vous voyez ici, ce sont des pierres taillées. Celles que nous avons exhumées le long de la rivière Kassai, nous n'avons Oh, pas. Non, Kassai. ça y est, ok. Nous avons des collections. Je vais vous montrer celles que nous avons exhumées le long de la rivière Bois. Mais celles que nous avons récoltées le long de la rivière Kassai, nous n'avons pas reconstitué ça. Nous allons reconnaître. Mais celles que nous avons exhumées dans l'espace Luba, nous avons reconstitué ça comme vous pouvez le constater. Vous avez ce qu'on appelle une hachette, une pioche que nous avons reconstituée. Celle-ci, elle a eu la chance, nous l'avons soumise euh, à une expertise occidentale. On a confirmé même la reconstitution. Oui. C'est pour dire qu'il y a 50 000 ans, C'est là où que nos ancêtres utilisaient. l'Australopithèque, Ouais. c'était une grande première. C'est pour dire que dans l'espace Subafol, il y a eu des Australopithèques qui sont passés par là, notre ancêtre commun. Pendant cette période-là, tout le monde, donc, tous nos ancêtres taillaient la pierre de la même façon. Ils ont utilisé cette taille, qu'il soit en Occident, ici, tous c'est pareil. Ok. Malheureusement, il y a eu cette différence que nous constatons aujourd'hui. Mais le début, la nature nous a donné la même chance, Ah, ok. la même intelligence. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ah, Donc, c'est un peu ça les objets phares que nous avons dans notre musée. Nous avons pensé, espéré garder des objets les plus importants aux États-Unis pour des raisons de sécurité. Entre autres, découverte de vases canopes que nous avons exhibés dans les Kassai, qui aujourd'hui, nous avons poursuivi les études avec toujours les amis occidentaux qui s'avèrent avoir appartenu à l'un des plus grands pharaons de Qui l'histoire était, égyptienne. qui était qui? Vous allez m'excuser, je ne dirai pas les noms de ces pharaons-là pour ne pas influencer certains chercheurs. Je vais laisser aux musées occidentaux desquels nous travaillons depuis mieux officiellement cette découverte. Mais sinon, tout est déjà fait. Le nom de ces pharaons est connu, la dynastie est connue, donc nous laissons à ces musées-là des. Et est-ce que vous travaillez aussi en collaboration avec le ministère de l'art au Congo et la culture? Je ne sais pas, excusez-moi, ce que je vais vous dire est un peu dur à avaler. Ouais. Moi, je ne sais pas si ce ministère existe. Nous travaillons avec les musées nationaux. Les conservateurs est un collaborateur. Nous donnons des conférences ensemble. Ouais. Nous travaillons avec lui. Tout ce qu'il y a comme découverte, nous échangeons des idées. Mais quant au ministère, vous avez dit quel ministère? De la culture et l'art. Non, j'ai aucune idée, je ne sais pas ce que c'est. Donc, tout ce qui est ici, c'est par vos efforts personnels. Oui, par mes efforts personnels. Dire que c'est par mes efforts personnels, je serais un peu ingrat. Parce qu'il y a eu des amis avec lesquels qui sont à l'extérieur de l'Afrique qui ont aidé financièrement, qui ont aidé avec l'intelligence. On ne peut pas travailler tout seul dans les recherches. Il faut toujours avoir des collaborateurs, entre autres les fameux Kasai Moine Chitolo, qui est devenu aujourd'hui Tchamba Abu Chitolo, lesquels nous avons exploré sérieusement les origines égyptiennes de Luba. Comme on l'avait déjà annoncé aujourd'hui, on va parler des Tibao et Tibindi. On peut se mettre maintenant pour entrer dans la profondeur de notre deuxième partie de l'émission aujourd'hui, Tokia Congo. Je vous en prie.